compétitivité coût. Et cela m'amène à me tourner vers Zineb, qui est dans un secteur qui a longtemps basé, je dirais, sa dynamique sur la compétitivité coût, qui est le secteur textile et qui a subi, après cela, la concurrence chinoise, le démantèlement des accords multifibres, etc. Vous êtes dans un secteur relativement sensible de l'économie tunisienne. Vous avez vécu la révolution, vous avez probablement vécu des tensions sociales au sein du groupe, et aujourd'hui, vous-même, vous êtes dans la commission mixte UTICA-UGTD, en plus d'être donc président de la Chambre syndicale du textile. Comment vous vivez aujourd'hui ce changement et comment vous avez vécu ces d'éventuelles tensions au sein de vos entreprises ou des entreprises en général dans le textile, et comment vous répondez, je dirais, au discours de Si Mohamed Haddad sur la problématique de la compétitivité de nos industries. Okay, merci. J'ai tout à l'heure perdu un peu le fil des idées, mais je voudrais quand même revenir un peu à ce qu'a dit Monsieur le Ministre, sans vouloir vous contredire. UTICA a une vision très claire de ce qu'elle veut. Et elle a figé, elle a fixé, elle a travaillé pendant plusieurs mois sur les différents axes de réflexion du pacte social. Et c'est quasiment nos propositions qui ont été retenues par la suite pour être mises, justement, les problèmes qui vont être mis sur la table, oser poser sur la table toutes les problématiques, tout ce que les syndicats ont toujours évité de discuter, comme la flexibilité, comme l'annualisation des heures de travail, comme la couverture sociale, comme le changement de mentalité par rapport à cette logique de confrontation, comme leur responsabilité pour éviter les surenchères syndicales. Je pense que tout ça, ça a été de manière très profonde discuté et en cours de l'être également. On peut revenir un peu à la problématique de compétitivité et de coût. Il est évident que pour toute l'industrie, ça se pose pour toute l'industrie tunisienne, la recherche d'une plus grande valeur ajoutée, parce qu'effectivement, le coût, on ne peut pas avoir comme argument de vente le prix. On ne peut pas être toujours les moins chers, et il y a toujours moins cher que soi. D'autant plus qu'il y a effectivement aujourd'hui une ambition, une attente de la part des citoyens pour améliorer leur niveau social, et ça, il en résulte nécessairement des augmentations de salaires qui ne sont pas nécessairement aussi récupérées sur un gain de productivité. Le textile, l'habillement, comme plein d'autres secteurs, sont depuis plusieurs années à la recherche de plus de valeur ajoutée. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a dans notre secteur des gens qui font plus de création, plus de mise au point, une migration vers la répartition du travail aujourd'hui fait qu'il y a des achats qui se font à long terme sur des produits basiques, et déjà des achats qui se font sur des provenances de proximité comme notre pays, mais sur des produits plus créatifs, où même si l'entreprise n'est pas une force de proposition, elle a d'autres savoir-faire par lesquels elle récupère les commandes, elle récupère les clients, à savoir des mises au point rapides, une grande réactivité, une connaissance du métier, une maîtrise du métier. Donc cela permet nécessairement, on connaît très bien que dans la mode, le prix ne vend plus. Ce n'est pas en achetant le moins cher qu'on est assuré de la vente. Les centrales d'achat diffèrent de plus en plus leurs décisions d'achat de manière à être certaines plutôt qu'ils vont avoir le produit le plus pertinent, le produit qui vient au bon moment et pour lequel ils ont la certitude de vente. Donc notre positionnement, il est clair. C'est améliorer l'organisation de l'entreprise, améliorer sa logistique, améliorer sa maîtrise de son métier. Et certaines entreprises peuvent se suffire à cela. D'autres entreprises vont intégrer plus de création, plus de mise au point, plus de marketing et nécessairement tout le monde en sort gagnant.
ce ne sont pas du tout des métiers aujourd'hui. Celui qui base sa compétitivité sur le coût, effectivement, comme a dit M. Haddad, n'a aucune chance de s'en sortir. Et c'est un exemple, c'est l'exemple du textile qui est très, très particulier, mais c'est également, ça peut être valable pour plein d'autres activités, plein d'autres industries. Mais cela pose aussi la question de la productivité du travail. Mais aujourd'hui, est-ce que l'entreprise tunisienne est en mesure, si on parle de productivité, si on parle d'employabilité, si on parle d'éducation, si on parle de formation, tout cela fait l'environnement de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise tunisienne est aujourd'hui, dans le contexte actuel, en mesure de relever ce défi de la compétitivité, je dirais, sur la qualité ou sur l'innovation, et non plus de la compétitivité coût? Ça devient de plus en plus dur. Premièrement, je voudrais dire que lorsqu'on regarde les chiffres au niveau de la Tunisie, alors la Tunisie est le meilleur élève de l'Afrique. Compétitif, lorsqu'on regarde les classements, on s'en voit qu'on est classé assez bien. Et d'ailleurs, ça me donne l'impression qu'on faisait du bachotage et que l'objectif était d'être classé assez bien. Par contre, lorsqu'on regarde le chiffre de la productivité du travail, cette productivité elle est inférieure à 2%. La croissance de la productivité tunisienne, ce qui est très bas, et c'est un facteur clé. Si la productivité du travail en Tunisie est basse, à long terme, il y a un problème. Et comme a dit Si Haddad, il faut changer de modèle si on veut passer à une autre productivité, je considère. Alors, pour ce modèle, 3 éléments. Premier élément, moi je crois que aujourd'hui, le gouvernement, avec les contraintes actuelles, et l'administration, avec les contraintes actuelles, ne peut pas, si elle n'est pas assistée par la société civile, faire bien son travail. Elle a besoin, pourquoi? Parce qu'elle a des contraintes à très court terme qui sont des contraintes très très dures. C'est des contraintes de travail lorsqu'on est en transition. Cette société civile, moi je rappelle au niveau de notre association, on avait fait une journée sur le rôle de la diaspora dans la relance de l'économie. Et tous, je crois, il y a eu unanimité sur le fait que aujourd'hui l'administration ne peut devenir innovative que si elle a d'autres approches. Ces approches doivent être données par des gens qui viennent, qui ont fait des écoles à l'extérieur de la Tunisie pour donner une autre vision des choses, qu'ils ont travaillé avec une administration différente pour donner une autre vision. Et moi je salue le rôle de Saïd El-Aïdi ou de Lies Jribi ou de tous ceux qui sont des grandes écoles qui sont venus dans une période, ils ont dit que c'était leur devoir d'assister. Et j'encourage tout le monde à venir pour assister, à s'intégrer ou à travers la société civile, à réfléchir avec le gouvernement indépendamment des partis politiques. Parce que la société civile doit être pour moi non partisane, elle doit travailler pour la réussite de la Tunisie. Bon, après, il y a un système bien sûr démocratique qui va déterminer qui sont les gagnants et les perdants. Donc aujourd'hui, si on veut changer, vous savez, un système ne change pas tout seul de modèle. Moi je ne crois pas qu'un système est capable de changer tout seul. Dans les lois des systèmes, ce sont les pressions externes qui font changer le modèle. Maintenant, je crois que des étudiants sont capables d'apporter d'autres choses. On a vu que Siravi Meddeba a écrit un livre, on a vu l'association des économistes est en train de réfléchir sur différentes alternatives et au moins de montrer l'impact. Aujourd'hui, la société civile a un rôle fondamental dans cette transition, c'est celle d'être un think tank et un lobby pour donner la direction. Que ce soit au gouvernement et réellement aujourd'hui, le PPP est pour moi la solution parce que je ne vois pas comment si l'État ne coopère pas avec le privé pour développer de grands projets, de nouveaux projets de développement économique, l'économie numérique ou l'économie des énergies renouvelables ou des modèles à valeur ajoutée, elle est de son intérêt de le faire. Et d'ailleurs la loi, je pense que la loi sur le niveau des PPP, il y a une loi qui est en train d'être mise en place, qui est travaillée par beaucoup d'acteurs d'ailleurs de la société civile. Il y a une volonté qui n'existait pas avant de créer même à travers le fonds générationnel
qui a été proposé par, si j'allais au départ, de notre gouvernement, et maintenant même au niveau du ministre de l'Investissement, il y a aussi ce fonds dans lequel il y a un co-investissement de l'État avec le privé, chose qui d'ailleurs dans les lois n'existe pas. Il faut changer le cadre de la loi pour que l'État puisse co-investir sans tout autant gérer. C'est un co-investisseur qui développe une valeur ajoutée. Donc réellement, moi je sens qu'aujourd'hui, il y a les éléments pour le faire, mais on demande la collaboration de tous, de toutes les forces vives, de toutes les capacités, parce qu'aujourd'hui, un ministre voudrait bien réfléchir à ces problèmes, mais mathématiquement et pratiquement, avec toutes les urgences qu'il a chaque jour, il ne peut pas le faire, mais la société civile peut l'aider réellement à réaliser ça. Merci. Alors, parmi les revendications, il y a des voix qui s'élèvent aujourd'hui pour dire que l'un des freins à l'emploi, ce serait la législation en matière du travail. La problématique de la souplesse du marché du travail et des conditions de licenciement. C'est des voix qui... Ce discours existe en Europe aussi. Nous savons que donc ce thème-là a été longtemps porté par la droite au gouvernement, par exemple, en France. Est-ce que vous pensez, Monsieur le Ministre, aujourd'hui, pas simplement en tant que ministre, encore une fois, mais en tant qu'homme politique, membre donc, du parti Takatel, qu'aujourd'hui, c'est une piste à creuser et qu'il y a éventuellement des résultats à obtenir dans une modification du Code du travail en Tunisie? Cela pourrait l'être s'il y a un accord global. S'il y a un accord global, cela pourrait l'être. Je voudrais rebondir juste sur la compétitivité en Tunisie qui a été construite sur le faible coût. Je crois que le Maroc, leur SMIC est le double du nôtre. Supérieur au nôtre, au moins. Ils n'ont pas déprécié leur monnaie. Ils n'ont pas déprécié leur monnaie. Et donc, ils ont tablé sur la valeur ajoutée, et ils ont une compétitivité, c'est quasiment notre compétiteur direct. Et donc, voilà, si on part de cette conception-là, d'abord d'un accord global qui concerne tous les volets, et que la productivité, la compétitivité et l'intérêt de l'entreprise soient mis au centre, on pourrait aboutir à ce que, effectivement, une flexibilité, une annualisation des heures de travail, tout ça pourrait être débattu, et je pense que même les syndicats pourraient l'accepter. Mais ça devrait être dans un cadre global et d'un accord global, avec des engagements de tous les partenaires, aussi bien l'État que les autres organisations, les partenaires sociaux. C'est possible. Cela pourrait être difficile à obtenir, mais je pense que c'est possible et qu'aujourd'hui, c'est l'occasion ou jamais pour ouvrir ce genre de dossier et d'en débattre. Parce que c'est au moment des crises, je le répète, qu'on aborde des sujets difficiles, et si on résout ces problèmes-là, c'est comme ça qu'on sort de la crise actuelle. Et c'est aujourd'hui, on est en devoir de construire un nouveau modèle de développement, et ce nouveau modèle doit aborder, entre autres, ce genre de problématiques. Oui. Juste avec votre permission, je ne suis pas sûr que la flexibilité sur le marché du travail va résoudre le problème de l'emploi. Je m'explique. Avec 5%, notre économie a, dans les meilleurs des cas, créé 75 000 emplois, dont 25 000 pour les diplômés de l'enseignement supérieur. Retenez cela. Alors, ajouter encore la flexibilité, c'est basé sur des coûts simples. Alors, regardez, on va faire une petite opération ensemble. Nous avons 800 000 chômeurs, dont 220 000 à peu près diplômés de l'enseignement supérieur. Sur 10 ans, on va créer de l'emploi sur 10 ans. Sur 10 ans, on va créer chaque année combien? 80 000.
dont à peu près 20 000 pour les diplômés de l'enseignement supérieur. Ajoutez à cela un flux, une population additionnelle de 80 000, dont 70 000 à peu près des diplômés de l'enseignement supérieur. Il faut créer 150 000 par an sur 10 ans pour absorber. Donc, 70 à 80 000 pour les diplômés de l'enseignement supérieur. Ça ne peut plus marcher en agissant sur la bonne gouvernance. On a parlé de la bonne gouvernance à un moment donné. La bonne gouvernance peut augmenter le taux de croissance. 1 ou 2 points. Ça ne résout pas le problème aussi. Il nous faut plus de croissance et une croissance différente. Une croissance différente. C'est pour ça que nous avons parlé tout à l'heure de compétitivité. Et qui dit compétitivité, c'est une hausse de productivité. Et lorsqu'il y a des gains de productivité, vous savez, ceux qui ont fait l'économie, on dira on rémunère à la productivité marginale. Lorsque vous augmentez votre productivité, vous augmentez les salaires et vous gagnez plus. Ne jouons plus sur cette petite licencio ou bien une flexibilité de salaire ou tout simplement comprimons les salaires. Je crois qu'il nous faut autre chose que ce que nous vivons jusque-là. Et il faut être conscient. Mais pour cela, il faut qu'on ait toutes les forces du pays et un consensus, et ça doit être consensuel, une vision prospective de la Tunisie dans 30 ans, la génération, votre génération ou celle de vos enfants. Que voulons-nous de nos enfants? Qu'est-ce qu'on veut comme Tunisie? Et à ce moment-là, ça c'est consensuel sur le long terme. Et alors, après, c'est des moyens termes, c'est des programmes de moyen terme, mais une fois qu'on est sorti de ce que nous vivons actuellement, hein, parce que là, ça devient facile. Qu'il nous fasse sortir maintenant de ce que nous vivons, qui est une situation difficile, mais le reste devient facile. Alors, dans ces conditions, il faut des programmes de 5 ans, c'est possible. Et on calculera, mais chacun, nous pouvons, l'accountabilité, nous pouvons à ce moment-là, tout simplement le juger sur ce. Est-ce que nous avançons vers notre projet futur, nous tous, Tunisiens? Et j'ai dit, je l'avais dit tout à l'heure, nous avons les moyens de le faire. Donc, ce n'est pas une question de flexibilité sur le marché. C'est vrai, ça peut résoudre, mais momentanément, et c'est vraiment très peu, c'est à la marge. C'est à la marge. C'est très bien, mais aujourd'hui, si on dit faire une démarche prospective, d'avoir une vision, mais est-ce que la vision permet d'attendre? Est-ce que la vision permet à ceux qui ont aujourd'hui des besoins immédiats, est-ce qu'ils ont la capacité d'attendre? Est-ce que derrière, il n'y a pas non plus besoin de mettre en place des mécanismes qui permettent au moins de faire des promesses? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des problèmes dans les mécanismes de redistribution de richesse. Depuis 50 ans, malgré tout ce que vous dites, le pays s'est enrichi, mais les inégalités se sont creusées. Aujourd'hui, un salarié et un actionnaire sont inégaux devant la distribution de dividendes ou l'intéressement. Dans un cas, c'est net d'impôt, dans l'autre cas, c'est soumis à l'impôt aux charges sociales. Donc comment aujourd'hui mettre en place ces processus d'intégration des salariés? Parce qu'une vision, à mon avis, c'est peut-être insuffisant. Il faut des promesses derrière et des engagements. Je réponds parce qu'il m'a interpellé et réellement, alors là, ça ne peut pas... Et je vous donnerai la parole. La question est adressée à l'ensemble. Hein. Je crois qu'on commence à toucher à des aspects... On l'avait dit, la situation actuelle est difficile. Et ça, c'est vraiment... Elle est difficile. Donc, il faut qu'on réfléchisse tous pour comment s'en sortir. Mais, n'oublions pas une chose très simple. 14 janvier 2011, les Tunisiens avaient l'espoir d'une transition démocratique. Bien sûr, ils réclamaient 2 choses, la dignité et la liberté. Mais ils avaient l'espoir que les choses vont changer. Un futur meilleur. 15 mois après, c'est une dépréciation économique et détérioration des conditions sociales, de l'agitation sociale et tout cela. De l'espoir, on est passé au questionnement, à des inquiétudes. La question qui se pose, c'est simple, depuis tout à l'heure je n'ai cessé de le dire. Ce qui est demandé à ce gouvernement, ce n'est pas de nous donner des réponses claires sur des choses ou des actions concrètes. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire. C'est
de nous refaire vivre l'espoir. L'espoir. Refaire vivre l'espoir. Et là, c'est bien sûr, c'est des actions concrètes et c'est des signaux forts. Quand on voit ce qui se passe actuellement en Tunisie, et nous le vivons tous, nous nous posons des questions. Je n'ai pas à citer des événements qui se sont passés. Comment on les a gérés? Parce que c'est un gouvernement qui gère. Il a la première responsabilité. Alors, je ne veux pas entrer dans ces détails, mais je crois que c'est à ce gouvernement-là de le faire. Nous travaillons, chacun travaille de son côté pour aider notre pays. Mais je viens à toi, Meher. Tout à l'heure, Monsieur le ministre a clairement dit que c'était dans les entreprises où il y avait une représentation syndicale forte qu'il y avait eu le moins de dégâts et où le dialogue n'avait pas été rompu. Ça prouve que l'entreprise peut être le lieu du dialogue social, ou doit être le lieu principal du dialogue social, au-delà même de la politique préconisée par un gouvernement. Or, aujourd'hui, moi je me tourne vers le président de Carthage Business Angels pour dire ces anges que vous êtes, quelles incitations vous pourriez mettre aujourd'hui en place pour aller vers des chefs d'entreprise ou de futurs entrepreneurs qui auraient des nouvelles méthodes à mettre en place et des mécanismes de redistribution de richesses au sein de l'entreprise, parce que c'est le chef d'entreprise qui doit résoudre aujourd'hui le problème. En l'absence d'une vision, en l'absence d'une promesse, peut-être que le problème doit se traiter au cas par cas au sein de l'entreprise. Et quel est cet entrepreneur d'aujourd'hui, et j'espère pas uniquement de demain, parce que c'est maintenant qu'il s'agit de résoudre ces problèmes. Comment qu'est-ce que vous préconisez? Bon, là, vous mettez bien là, en bonne position. C'est une question parce que, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, alors Carthage Business Angel, c'est la première association de business angel. C'est une notion qui est plutôt anglo-saxonne. Aux États-Unis, il y a 400 000 business angels. En Angleterre, 40 000. En France, 4 000. Donc ça donne... en Tunisie, on est une quarantaine. Alors, un business angel, c'est quelqu'un qui se dit, qui a fait un pacte dans lequel il y a un investisseur qui rentre avec l'idée, et lui, il rentre avec l'argent. Cette notion, malheureusement, n'existait pas en Tunisie. C'est-à-dire, on ne considérait pas que l'idée pouvait être un facteur dans le capital. C'est-à-dire, moi, je rentre, on évalue une idée, cette idée vaut 100 000 dinars, et donc c'est au départ, ok, moi, je mets 40 000 dinars, et je prends 40% départ, et vous ne mettez rien, vous venez avec l'idée. Et donc, elle se base, vous avez toutes les grandes entreprises que vous voyez aujourd'hui, Facebook, Amazon, ont été créées à partir de business angels, de gens qui ont cru dans un moment où c'était très risqué. Un business angel sait que lorsqu'il investit dans 10 idées aux États-Unis, il y a 7 où il perd 100% sa mise. C'est pour ça que des banques ou des institutions classiques ne peuvent pas le faire parce qu'il y a trop de risques. Et ça, c'est une nouvelle génération d'entrepreneurs. Ce sont des entrepreneurs qui croient en les jeunes. Et je vous assure que lorsqu'on voit le nombre d'idées qui existent dans les thèses, ou qui existent par des jeunes en Tunisie, on est incroyablement surpris. Il y a un potentiel énorme. Maintenant, nous avons quand même vécu dans une génération, dans une mentalité que j'appellerais d'abarask. Alors d'abarask, en français, ça fait trouve tous les moyens pour te démerder. Lorsqu'on est dans ça, on n'encourage pas l'innovation, parce que ça veut dire que trouve tous les moyens légaux et illégaux pour faire ce qu'on veut. Maintenant, aujourd'hui, cette génération, et je vois de jeunes entrepreneurs, parce que dans le modèle avant, alors il n'y avait que l'industrie, d'ailleurs c'est incroyable, on ne travaille que sur l'industrie, on oublie que le commerce, que les services sont de vrais créateurs de valeur ajoutée. Aujourd'hui, on sait que l'économie numérique, et moi je vous dis, peut faire. On a fait une présentation dans notre association sur comment l'économie numérique en Tunisie, à partir de projets en partenariat public-privé, peut créer, je dis bien, je ne mâche pas mes mots, 500 000 emplois en 6 ans. Et bon, mais là, il faut... Bon, mais là, on va débattre parce qu'effectivement, pour ça, il y a un ensemble de choses à changer au niveau des lois. Donc moi, il y a de l'espoir. Ce que je dis,
ce qui va créer cette histoire, c'est un nouveau type d'entrepreneur. Ce sont des gens qui croient. Parce qu'en fait, lorsqu'on est business angel, on est toujours minoritaire. Et on est là pour faire de l'argent, mais aussi pour encourager à travers son networking ces jeunes. On est toujours minoritaire et on admet que celui qui a apporté l'idée va être le majoritaire. Alors que la tendance que j'ai vue dans le passé, c'est que vous avez une idée, ben vous rentrez, vous êtes employé chez moi, et c'est moi, parce que j'ai l'argent, c'est moi qui ai donc le pouvoir. C'est une notion dans laquelle on a un entrepreneur social, on en parlait ce matin, c'est encore plus. Aujourd'hui, on considère que la société, en tant que telle, il y a énormément de projets sociaux. Ces projets sociaux sont créateurs d'énormément de valeur ajoutée. La gestion des déchets, le recyclage, les idées. Moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a proposé une idée, qui est venu pour faire un investissement. Il m'a dit, élevage de vipères. Wow. Élevage de vipères. Il m'a dit, oui, mais vous savez que moi, j'ai trouvé un moyen d'élever des vipères avec une certaine technologie, de permettre de les reproduire à grande échelle pour le venin. Et ça parce que c'est une technologie qui est locale et qui ne fonctionne qu'avec mes vipères, qui sont locaux pour un certain type de vipères. Et là, on voit, c'est une fille qui a 22 ans, qui va lancer avec son prof ce projet. Et là, on voit que c'est cette compréhension de l'environnement, de l'entreprise, qui donne de l'environnement social, qui donne une capacité d'innovation, avec un nouveau comportement de l'homme d'affaires qui n'est plus d'embarras, mais qui aide un jeune. Vous savez, moi j'ai regardé ici la communauté juive en France. Il y avait un pacte social qui disait que toute personne à qui on a permis, à qui aux juifs ont permis de devenir un homme d'affaires, a l'obligation morale de créer lui-même un homme d'affaires dès qu'il sera riche. Si on rentre dans cette logique positive de création de vin, là on verra notre modèle économique. J'ai eu peur avec ton exemple, je croyais qu'elle allait se lancer dans les langues de vipères.